Comme vous n'êtes pas nombreux, j'ai déjà pas la pression, donc un micro qui marche pas, ça aide. Je suis très content d'avoir été invité. Merci beaucoup voilà, de me permettre de partager ce que je crois avoir compris et qui sera probablement remis en question encore de nombreuses fois au cours de ma vie. J'ai la chance de faire un métier où on est aussi dans le vivant, comme c'est votre cas. Alors, nos quiches se déplacent moins vite que les animaux dont vous vous occupez. Néanmoins, le vivant reste un vrai sujet. On a un travail qui est très opérationnel, donc l'enjeu d'embarquer les équipes et d'arriver à apprendre à fonctionner intelligemment ensemble est un point absolument central. Et en tout cas, c'est ce qu'on apprend et réapprend tous les jours. Et moi, je m'y attelle au quotidien aux côtés des 80 personnes de l'équipe du Moulin. Je vous fais un tour rapide sur ma vie, mon œuvre, ma coiffure. J'ai pas fait beaucoup d'études, donc ça va aller vite. Moi, j'ai fait un bac littéraire. J'ai une expérience professionnelle qui est assez décousue. J'ai fait une formation professionnelle d'acteur que je finançais en ayant monté une structure de paysagisme. J'ai bossé en saison avec mon père sur les marchés de Noël, notamment à vendre des produits de confection artisanale. Et sur ces marchés, j'ai eu l'occasion de rencontrer deux frères qui faisaient du pain bio cuit au four à bois, qui m'ont embauché un été comme aide cuisine et plongeur. Je me suis retrouvé dans le monde de l'alimentation et de la restauration un peu par hasard. Moi, je viens d'une famille nombreuse. Le temps du repas, du partage, de manger des produits sains, c'était des choses qui ont fait partie de mon éducation et de ma vie de façon assez simple. Donc, c'est pas des questions que j'ai eu beaucoup à me poser. Et j'ai un tempérament, quand je vois un potentiel, quand on me partage une problématique, j'ai une tendance à essayer de chercher des solutions et à être force de proposition. Et dans le cadre de cette rencontre avec ces deux frères, j'ai eu l'occasion de travailler plusieurs saisons avec eux. Dès la première saison, je leur ai partagé une vision du développement qui me semblerait pertinent pour eux d'avoir. Le petit dessin en haut, ça symbolise le moulin, qui est le moulin d'Arche, qui est un ancien moulin à céréales qui se trouve dans le Nord Isère. C'est là-bas que j'ai commencé à travailler dans le monde de la cuisine. C'est là-bas que je leur ai partagé cette vision d'un développement qu'ils pourraient avoir en proposant simplement des produits frais, simples et de qualité à destination des actifs urbains. Il faut savoir qu'à l'époque, on était en 2000, quand je les ai rencontrés, c'était en 2004. Et en 2006, on a ouvert le premier bar à salade de Lyon. Le bar à salade, aujourd'hui, c'est un truc que tout le monde connaît. À l'époque, moi, je connaissais même pas le nom du concept. Et on a été le premier bar à salade de Lyon sans vraiment savoir même ce que c'était. Voilà, il y a des choses dans la vie, quand on est en mouvement et qu'on essaye d'avancer, qu'on fait sans même trop savoir. Et puis, des fois, on comprend après. Sur la photo, vous avez Mathilde Haro, qui est mon associée co-gérante, à savoir que dans la structure, on a deux associés salariés également, et puis un jeune homme de 75 ans qui est associé avec nous aussi depuis quelques années. Le Moulin en quelques mots, donc ouvert depuis 2006, ça fait 16 ans, on est 80 dans l'équipe, on est agréé ESUS, c'est entreprise solidaire d'utilité sociale. Ça veut dire qu'on a un certain nombre d'engagements qu'on tient, notamment une lucrativité limitée, une distribution équitable de la richesse. Et je vous laisserai creuser si vous voulez en savoir plus sur les entreprises ESUS. Aujourd'hui, on sert à un peu plus de 1800 repas par jour et pour un chiffre d'affaires annuel de 3,6 millions d'euros. On a 3 axes de distribution qui s'articulent tous autour de nos ateliers de production. Donc on a nos ateliers de production et autour on a nos boutiques dans lesquelles on fait de la vente à emporter, du click and collect, et sur un de nos sites on a des places assises. Le deuxième axe de distribution, c'est ce que nous on a appelé les charrettes. C'est les gros tricycles verts que vous voyez en bas à droite. C'est des tricycles à assistance électrique avec lesquels on fait de la livraison en point de retrait au pied des bureaux.
Par exemple, les gens commandent avant 11 h le matin sur notre site internet, choisissent un des 40 points de distribution qu'on a sur la ville. C'est tous les jours les mêmes. On est proche de la Tour du Crédit Lyonnais, par exemple, de midi à midi 20. Et ensuite, la charrette se déplace de midi 25 à midi 35 sur un autre point. Donc, on a une quarantaine de points comme ça. Ça, c'est un modèle de développement et de livraison qu'on a lancé en 2014. Et entre 2014 et 2019, on a une croissance de 45% par an à peu près liée à ce modèle, qui nous a permis en fait simplement d'adresser une clientèle beaucoup plus large avec la même structure de production, parce que c'était un de nos enjeux de vouloir aller toujours un cran plus loin sur nos engagements en termes écologiques, en termes de qualité, en termes de valorisation de nos métiers, parce que les métiers de la restauration et de la livraison sont des métiers qui sont très peu valorisés. On n'est pas les seuls, hein, mais ça en fait très clairement partie. Et donc, comment on fait pour essayer d'aller un cran plus loin alors que ça tire systématiquement sur le portefeuille des clients, que la concurrence est extrêmement rude dans ces métiers? L'un des enjeux, c'était de trouver des leviers pour pouvoir faire des économies sur des trucs qui n'impactent personne, à savoir les frais de structure et les économies d'échelle. Donc c'est comme ça qu'on a lancé ce modèle de livraison au pied des entreprises. Et la livraison au porte-à-porte coûte très cher. Nous, notre principe, c'était de dire on fait des livraisons groupées au pied des bureaux. On demande à nos clients de faire les 100 derniers mètres, mais ça nous permet de rendre la livraison gratuite et d'adresser des grandes zones. Donc ça, c'est le deuxième axe, c'est les charrettes, et on a aussi des points de dépose au sein des entreprises. Et notre troisième axe de distribution, c'est toute une partie événementielle traiteur, qui est une activité qui est encore en fort développement à l'heure actuelle. Je vous laisse lire, comme ça, moi je reprends mon souffle et... Ça, c'est les grandes lignes de nos engagements. Je pourrais en faire des tartines. Les labels et les certifications ont jamais été trop un combat chez nous, mais aujourd'hui, c'est de plus en plus une nécessité. Parce que si vous prenez le positionnement globalement d'une bonne partie des acteurs de la restauration rapide, tout le monde fait du bio, du local et prend soin de ses équipes. Donc à un moment, le fait d'avoir certaines certifications, notamment la certification AB50, qui est une certification qui est très récente et qui a été créée parce que dans le métier de la restauration, être bio à 100%, c'est un sujet extrêmement complexe et des fois, c'est pas toujours pertinent de faire du bio qui vient du Pérou versus du local français raisonné. Bref, en tout cas, c'est des sujets sur lesquels nous, on doit réfléchir pour l'ensemble des parties prenantes et particulièrement nos clients. C'est des sujets extrêmement complexes et je crois que c'est notre responsabilité, en tout cas, que nos clients n'aient pas trop à se poser ces questions-là, qu'on prenne soin d'eux au-delà même de ce qu'ils peuvent imaginer. Mais à un moment, c'est important d'avoir certains éléments qui attestent de manière avérée et certifiée de certaines démarches. En tout cas, voilà, il y a une dizaine d'années, ça me semble, c'était pas un sujet. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus nécessaire pour permettre aux consommateurs de démêler un peu qui fait quoi, jusqu'à quel niveau et quels sont les engagements réels et comment ils sont contrôlés. Un des points qui était important dans ce projet, quand je l'ai lancé en 2006, c'était de recréer du lien sur toute la chaîne de valeur. En 2006, à l'époque, il faut savoir que les métiers de la restauration rapide, c'était en général de l'assemblage, du pré-cuit congelé, c'était des jobs à temps partiel, souvent des jobs étudiants. Et donc le fait de travailler du produit brut, de le transformer de A à Z, de faire l'assemblage et de refaire ce lien sur toute la chaîne de production jusqu'au client final. L'intégralité ou la quasi-totalité de nos équipes ont un contact avec nos clients au final. C'était un point extrêmement important et c'est aussi ce qui permettait de créer des emplois pérennes en CDI et à temps plein. Ça, c'est nos implantations sur Lyon, avec nos 2 sites de production et une partie des points de distribution qu'on a. Pour illustrer ce dont parlait Charlotte, donc, qui a été une opération, l'opération Super Cookie, c'est une opération
qu'on a lancé sur février et mars 2022. Donc il faut savoir que la période Covid, ça a été des vagues successives. La vidéo illustre ça très bien sur ce que ça a représenté pour nous, sur notre activité, la gestion de nos équipes et de la motivation, avec une lassitude très forte avec le temps. Donc la lassitude et la motivation, c'est une chose, et les réalités économiques en sont une autre, mais à un moment donné, les deux sont corrélés. Donc on a été extrêmement impactés. Je suis plutôt de nature optimiste. Là, en décembre 2021, quand il y a eu les annonces d'une obligation de télétravail 3 à 4 jours par semaine pour toutes les entreprises, à savoir que nous, la livraison au pied des bureaux est majoritairement auprès de personnes qui font des métiers de service et donc qui sont éligibles au télétravail, ça représente plus de 60% de notre chiffre d'affaires. Quand il y a eu cette nouvelle annonce, alors qu'on était déjà à bout de souffle en termes de finances et de trésorerie, pour la première fois depuis le début de cette crise, quand j'ai appris le truc, je n'ai pas tenu debout. J'ai eu les jambes en coton, je me suis assis et sur le moment, je me suis dit, bon bah, ok, c'est foutu, c'est pas grave, on verra bien. Il m'a fallu à peu près 24 heures pour rebondir. C'est dingue de se replonger là-dedans, ça me remet dans beaucoup d'émotions. Les vétérinaires sont vraiment sympas. C'était très violent comme coup sur la tête, et donc le lendemain je me suis dit en fait c'est pas possible, je sais pas exactement ce qu'on va faire, mais on va essayer de faire un truc, et ce dont on a besoin surtout c'est de bosser. Nous on est une entreprise ESUS, comme je le disais, donc lucrativité limitée, etc. Mais on n'est pas une association. Et puis, la dimension d'aller chercher la charité, c'est un truc qui est assez difficile, de demander de l'aide. Je pense qu'à l'échelle individuelle, collective, en tant que dirigeant, ou que collectif au sein d'une entreprise, c'est un truc qui n'est pas facile, et ça demande du courage de savoir le faire et de savoir le porter. Et pour autant, on n'avait pas envie d'être dans du pathos, d'autant plus qu'on était des millions à être impactés, qu'en France, on a un État plutôt protecteur, donc on a quand même beaucoup de chance. Et donc de trouver l'approche juste et le ton juste dans une période comme celle-ci, pour à la fois demander de l'aide et pas tomber dans le pathos, demander une mobilisation mais pas la charité, c'est un truc qui n'était pas forcément évident, et qui a aussi nécessité de mûrir ça et de le construire avec les équipes pour arriver à trouver la bonne manière de le faire. Mais en tout cas, nous, notre message, c'était de proposer un produit qui nous ressemble, qui soit dans la continuité de nos savoir-faire et de nos valeurs, qui ne soit pas un appel à la charité, mais simplement au fait d'une mobilisation qui nous permette de bosser simplement pour sauver nos emplois. Je vous envoie la vidéo qui illustre le lancement de cette opération et qui a fait, je ne sais plus, pas loin de 200 000 vues sur les réseaux sociaux. Alors, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, parce qu'après, on est sur des échelles qui nous dépassent un peu. C'était vraiment compliqué de suivre ce qui se passait sur LinkedIn, mais voilà ce que ça donnait. Ça, c'est le moulin. Avant, on avait un travail intense, mais quand même, c'était cool. On poussait nos charrettes, on faisait des produits artisanaux, on faisait des bonnes quiches. Il paraît même qu'on faisait partie des entreprises de demain. On était 80, on était contents, nos clients étaient contents. Bref, on faisait notre taf. Et puis on nous a dit que c'était la guerre. Nous sommes en guerre. Et tout s'est arrêté. On nous a dit qu'on pouvait reprendre, et on s'est organisé. À la fin, il ne restait pas grand-chose. On a repris doucement, tout doucement. C'était la crise. Pour tenir le coup, on a emprunté de l'argent. Et vous êtes revenus progressivement. Après 5 mois, ça a commencé à bien repartir. Et là, il y a eu une deuxième vague. Allô l'équipe ? On a une deuxième vague, il faut qu'on s'organise ! On s'était pas compris. On a repris doucement, tout doucement. C'était éprouvant. C'était la super crise. On a emprunté plus d'argent. Et vous êtes revenus de nouveau, progressivement. Puis il y a eu la troisième vague. J'ai annoncé la troisième vague. Allô l'équipe ? Troisième vague ! On avait l'habitude. Puis on s'est pris une nouvelle vague. C'était la quatrième.
On commençait à être un peu toqué, sacrément toqué. On a repris à nouveau toute l'organisation. On faisait un peu peur. On a repris doucement, tout doucement. On pouvait plus emprunter d'argent. Mais ça a repris plus vite qu'avant, presque trop vite. Puis il y a eu la 5e vague, la vague de trop. Les commandes sont en dents de scie, notre dette augmente, nos équipes sont au chômage, nos comptes sont dans le rouge. Voilà. Et on a combien de temps? À peu près 3 mois. Et ça va passer? Non, ça passera pas. Le temps que ça redémarre suffisamment, on est mort. Bah, on est foutu, on fait quoi là? Pour sauver nos emplois, on a créé Super Cookies. Pour qu'on soit tous là au printemps, vous pouvez agir. Acheter des cookies. Chaque achat compte. Bref, on a besoin de vous. Vous êtes nos héros. En plus, nos cookies sont super bons. Merci. Sur la période de 2 mois, donc l'objectif c'était de vendre 12 000 paquets pour mobiliser une dizaine de personnes. Donc on avait monté une jauge sur notre site internet pour que les gens suivent le nombre de paquets vendus, le nombre d'emplois que ça représentait. Le fait de communiquer en termes d'emplois, c'était très concret pour les gens, donc c'était un bon fonctionnement, mais à l'arrière-plan de ça, en fait, c'était l'intégralité de la boîte qu'on a sauvée, donc c'était pas 10 emplois au réel ou 20, c'était 80 emplois qui étaient sur la sellette dans ce contexte. Donc ça a été effectivement extrêmement puissant. Sur les 2 mois, on a vendu 12 000 paquets de cookies, c'était des paquets de 6 cookies à 2 €. On a vendu à l'échelle nationale, on n'avait jamais fait d'expédition. C'est pas notre métier, nous on fait de la livraison, on travaille en direct avec nos clients majoritairement, donc là on a voulu ratisser beaucoup plus large pour se donner un maximum de chances de le faire, donc il a fallu apprendre un certain nombre de choses, dont ce métier-là de l'expédition. On continue à vendre les cookies, pour ceux qui sont sur Lyon, n'hésitez pas à venir les déguster ou les redécouvrir. Aujourd'hui c'est plus d'une vingtaine de milliers de paquets, c'est un produit qu'on a décidé de garder, qui fait maintenant partie de notre histoire et qui nous aide aussi dans ces contextes encore extrêmement instables par le volume de chiffre d'affaires que ça génère. Sur ces 24 mois quasiment de Covid, au moment où on a lancé l'opération, c'était extrêmement compliqué de garder une dynamique collective forte et de l'enthousiasme, parce qu'à chaque fois qu'on commençait à croire qu'on allait y arriver, on se reprenait une vague dans la tronche, et même si on sentait qu'on était très peu responsable de ces successions d'échecs, au bout d'un moment c'est quand même extrêmement usant, et donc on avait beau regarder le positif, voir ce qu'on avait réussi à faire, à chaque fois nos succès de ces périodes-là, c'était des moindres mal. C'est bien, on s'est bien battu, ça aurait pu être pire. Et au bout d'un moment, c'est quand même extrêmement usant. Cette période-là, le fait d'avoir eu ce rayonnement extrêmement fort, et toute la mobilisation qu'il y a eu autour sur les cookies, mais aussi sur notre activité cœur, parce que ça a remobilisé nos clients, ça a renforcé notre rayonnement. On a eu beaucoup de nouveaux clients aussi qui nous ont découverts dans cette période. Ça a été en 24 mois le premier véritable succès en tant que tel que vivaient nos équipes. Et je peux vous dire qu'après une période aussi longue, passer dans le labo, voir les équipes avec le sourire, une équipe boostée, remotivée, c'était... ça faisait du bien, tout simplement, et ça fait d'autant plus de bien que là, c'est à nouveau des périodes extrêmement complexes où on sort de cette période Covid avec tous les défis que ça représente, j'y reviendrai. Mais voilà, c'était extrêmement puissant, cette phase de réussite collective et tous les mots de soutien, d'encouragement qu'on a pu recevoir, qui ont vraiment reboosté l'intégralité de l'équipe et les équipes dirigeantes y compris. Pour parler d'effectuation, je vais et de la mise en mouvement, je vais commencer par ça. Hermione Granger me ressemble beaucoup, je sais.
Vous êtes des magiciens. Alors c'est une approche, enfin c'est une façon de parler de manière métaphysique de quelque chose qui pour moi est extrêmement concret et qui est à bien appréhender en ce qui nous concerne personnellement quand on veut mettre des gens en mouvement, mais en ce qui concerne chaque individu d'un collectif quand on a un but commun qu'on va essayer d'atteindre. On est tous des magiciens. Ce que ça veut dire très concrètement, c'est que notre conviction ou non, les perceptions qu'on a du potentiel succès d'un projet ou pas, vont de façon extrêmement forte influer nos perceptions des réalités, nos comportements face à ces réalités et au travers d'un certain nombre de biais cognitifs ou de biais de comportement vont potentiellement amener des prophéties autoréalisatrices. Pourquoi je dis ça ? Parce que embarquer une équipe avec un truc dans lequel vous n'avez absolument pas la certitude que ça marche ou que ça va marcher, même si vous avez des intuitions et des convictions, embarquer toute une équipe, c'est assez complexe et si en face de vous ou à l'intérieur de vous-même, il y a des convictions qui vont à l'opposé de l'objectif dans lequel vous souhaitez aller ou qui sont celles de toute façon, ça ne marchera jamais, il faut bien se rendre compte qu'on est vraiment tous des magiciens et qu'il y a de fortes chances que notre façon de nous comporter ou la façon de vos équipes de se comporter amène de grandes chances que le résultat ne soit pas du tout celui escompté. Et c'est extrêmement important d'avoir conscience de ça, selon moi. Ça n'est pas à attaquer, ça n'est pas à contrer frontalement, mais c'est vraiment un élément qui me semble important à appréhender. Et donc, vous êtes des magiciens, vos équipes sont des magiciennes et magiciens, et ça demande d'être très conscient aussi de tout ce qui va se passer à l'intérieur de vous, et ça demande des phases de maturation. Moi, sur le projet de Super Cookie, avant d'en parler à un premier cercle restreint, je me suis dit, ok, on va tenter ça, on verra, mais il a fallu quand même que je le mûrisse. J'en ai parlé à mon associé. Première réaction, pas d'enthousiasme démesuré, surtout que je parle d'une idée, d'un potentiel truc et d'une approche sur le comment on va l'exécuter et le pourquoi peut-être je crois que ça va marcher. Bon, ma conviction personnelle à la base est relativement limitée déjà. Je le présente à une première personne, ce qui m'est renvoyé. Faut l'encaisser, faut le digérer avant de pouvoir en parler à un second groupe. Le deuxième groupe de personnes à qui j'en ai parlé n'était majoritairement pas des personnes de l'équipe. Et j'ai eu la chance dans ce groupe de 5-6 personnes, d'amis proches, d'avoir une personne ultra enthousiaste sur ce genre de sujet. Et c'était assez déterminant à ce moment-là, parce qu'en fait, son enthousiasme a embarqué les personnes qui étaient autour, dont certaines qui faisaient et qui font partie de la structure du moulin, et ça a commencé à planter une graine et à me donner un peu plus de contenance. Mais quand je me suis retrouvé face à nos équipes de responsables et de fonctions support pour leur partager le truc, je peux vous dire que les premières réactions... les gens m'aiment bien, on se connaît depuis longtemps, en tout cas je crois qu'ils m'aiment bien, on se connaît depuis longtemps. Je pense qu'il y en a un certain nombre qui ont juste contenu leur réaction juste pour pas être désagréables. Mais quand vous dites on va sauver la boîte en vendant des cookies, que c'est pas votre cœur de métier et que rien n'est calé, enfin bon, faut s'accrocher un peu. Je vais pas vous faire tout le détail des différentes étapes. Je vais essayer de résumer dans les grandes lignes. Mais cet élément-là, vous êtes des magiciens, est pour moi extrêmement important. Et celui que j'ajouterais, c'est laisser la place au doute. Le doute peut être un élément extrêmement dévastateur, parce qu'à l'arrière-plan du doute, y a la peur notamment. Et ça peut être extrêmement dévastateur, soit si ça prend toute la place et que ça asphyxie, donc ça paralyse et il n'y a plus de mouvement, soit quand on essaye, particulièrement en tant que leader ou de meneur, quand on essaye de l'étouffer. C'est une catastrophe d'essayer d'étouffer le doute ou d'étouffer la peur, parce que de toute façon, aussi peu rationnel que ça puisse être,
c'est présent, c'est là, et c'est absolument important de l'accueillir. Et c'est fondamental aussi en tant que leader ou meneur d'avoir des convictions, d'avoir des intuitions, de les partager. Mais la certitude, ça fait flipper tout le monde, surtout dans un truc où personne ne sait ce qui va se passer, et encore plus dans un contexte qui est incertain. Donc le fait de savoir dire non, je suis pas sûr. Moi, c'est des questions frontales que j'ai pu avoir quand on a élargi les cercles et qu'on a parlé à l'intégralité de l'équipe. L'équipe m'a dit, mais t'es sûr que ça va marcher? Mais bien sûr que non, je suis pas sûr. Par contre, j'ai des convictions. J'ai une conviction qu'on est 80, que 80 personnes qui interagissent sur des réseaux, ça donne une visibilité potentiellement énorme. J'ai une conviction que ça fait 15 ans qu'on est sur Lyon, qu'on a des clients extrêmement fidèles qui nous connaissent et qui, pour certains, n'ont pas envie qu'on disparaisse. J'ai la conviction qu'on est capable de marcher ensemble, de bien communiquer dans ce contexte dur où on va découvrir probablement plein de choses qu'on n'a pas prévues, mais qu'on y croit ensemble assez fort et qu'on essaye en y mettant assez d'enthousiasme. J'ai la conviction qu'on va y arriver et qu'il y a des trucs qui vont se passer qu'on n'imagine pas. Positif ou négatif, il faudra juste y faire face ensemble. Et en plus, les doutes et la peur, ça ne se situe pas toujours dans le « ça va pas marcher ». D'abord, ça a été « mais ça va pas marcher », mais au milieu des « ça va pas marcher », il y a des gens qui disent « mais si ça marche trop, comment on va faire ?» Je dis, bon, c'est le meilleur problème qu'on peut avoir. Ça s'est passé, on s'est fait éclater au début. Bon, ben, on s'est organisé, on a communiqué. Les expéditions ont pris un peu plus de temps que prévu au début. Mais en fait, ça se fait. Donc voilà, les deux messages que j'ai envie vraiment d'appuyer, c'est que vous êtes des magiciens, on est tous des magiciens. C'est un truc qui est à pas sous-estimer, encore une fois. C'est une approche métaphysique pour quelque chose qui, pour moi, est extrêmement concret et que vous pouvez regarder dans vos propres comportements. On aime tous bien avoir raison quand on est convaincu d'un truc. On a des modes de fonctionnement qui parfois malgré nous vont amener tout ce qu'il faut pour être sûr d'avoir raison et que ça foire bien, et comme ça à la fin on peut se dire bah tu vois je te l'avais dit. Là on s'en fout d'avoir raison dans un contexte comme celui-ci. Le tout c'est est-ce qu'on a envie d'essayer, et c'est là-dedans qu'on a essayé d'emmener les équipes. Laisser la place au doute, c'est fondamental. Et quand j'ai présenté le projet, globalement, il y avait effectivement plein de doutes, mais c'était un peu aussi la seule lueur d'espoir qu'on avait au bout du tunnel. Moi, j'ai posé la question, est-ce que quelqu'un a une meilleure idée? Est-ce qu'on essaye? C'est ce qui s'est passé, on a essayé. J'ai beaucoup de trucs qui tournent dans ma tête, c'est dur des fois de garder le fil, je vous ferai de m'en excuser. Au moment de la mise en mouvement, je pense que le fait de procéder avec différents cercles de communication et d'embarquement, parce que quand on est 80, ça fait beaucoup de monde, c'est extrêmement important. Et les étapes de communication sont vraiment clés. Néanmoins, et ça rebondit un peu sur ce qui a été partagé juste avant sur la clinique vétérinaire, c'est important d'informer tout le monde assez tôt pour que tout le monde puisse être partie prenante du projet. J'allais dire se sente partie prenante, mais en fait, pour se sentir partie prenante, il faut être partie prenante. Et donc ça nous a demandé à nous d'avoir une communication très tôt sur il y a un truc qui se trame, on vous en dit plus dès qu'on y voit un peu plus clair, mais sachez qu'on va essayer de faire un truc et ça va être de vendre des cookies et probablement que ça va s'appeler Super Cookie. Ça, on l'a dit très tôt. Ça a fait un peu de brassage dans les équipes. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est n'importe quoi. Mais en fait, peu importe, parce que ça a permis un temps de digestion pendant qu'on a travaillé par plus petits cercles pour préciser les choses, préciser la vision et être mûr pour présenter le projet et son déploiement dans la continuité. Donc les étapes de communication et d'embarquement dans un projet sont absolument clés. Ça, c'est l'impression qu'on a de ce qu'ont été nos facteurs clés de succès. Donc, je vous ai parlé un peu de l'amont et de l'embarquement. Mais en amont de l'amont, il y a toute une antériorité qui est une culture d'entreprise qui est déjà basée sur la confiance et la transparence. Il y a une sincérité, une intégrité qui est avérée et qu'on cultive en interne. À un moment, personne ne sait si ça va marcher, on pourrait faire toujours mieux, mais il y a un moment, il faut y aller. C'est l'avantage des situations de crise, c'est que de toute façon, il y a une urgence telle qu'à un moment, il faut arrêter d'attendre. Et c'est
on était tellement dos au mur que finalement, même la part de toutes avait moins de poids que l'importance d'essayer de faire un truc. Travailler en sprint, donc c'est vraiment d'avoir une proximité extrêmement forte avec les équipes cœur du projet. Nous, on faisait des points chaque jour pour avancer très vite et pour pouvoir embarquer tout le collectif à tous les endroits où c'était nécessaire. Fixer un objectif ambitieux et réalisable, vaste sujet que ce truc-là. Hein. Moi, je ne sais plus comment j'ai calculé 12 000 paquets. Ce qui est assez marrant, et ça reboucle avec cette histoire de vous êtes des magiciens, il y a un truc qui m'a amené à calculer ces 12 000 paquets, c'est l'objectif qu'on a fixé, c'est l'objectif qu'on a atteint. Est-ce que si on s'était dit 6 000, on aurait fait 6 000 tout pile? Est-ce que si on avait dit 20, on aurait fait 20? Personne ne le saura jamais, mais en tout cas, de ma petite expérience et au fil des années, quand on fixe un objectif qui est suffisamment crédible pour embarquer les équipes et que chacun ait envie de se donner les moyens de l'atteindre et qu'on y croit suffisamment, en général, bizarrement, c'est pile poil ce à quoi on arrive. Et là, ça a vraiment été à une dizaine de paquets près, exactement le résultat qu'on a atteint sur les 8 semaines de campagne qu'on s'était fixé. Et voilà, et après embarquer toutes les parties prenantes, ça a été effectivement un point clé. Ça, c'est très brièvement quelques outils d'intelligence collective que nous, on a l'habitude d'utiliser. Ça dépend des contextes. Hein. On n'est pas une démocratie. Il y a certaines phases de développement d'un projet, c'est pas souhaitable parce que c'est pas toujours le meilleur modèle. Il y a des moments où on est extrêmement collaboratif, d'autres moments où on l'est moins. Dans des phases de crise, c'est assez marrant parce que c'est là qu'on est dans le truc le moins tiède et le plus extrême. J'ai l'impression, en tout cas, que c'est les phases dans lesquelles il faut être le plus directif et le plus embarquant, et en même temps le plus inclusif et le plus collaboratif. Voilà, accrochez-vous avec ça, je vous laisse vous débrouiller, ceux qui veulent s'en saisir. C'est des grands écarts extrêmement complexes à faire, il faut avoir une conviction, une détermination et une capacité à arbitrer très très vite sur certains sujets pour pas qu'il y ait de doute qui s'installe et surtout qu'on avance. Et en même temps, si vous ne construisez pas avec vos parties prenantes, déjà vous serez bien moins fort avec vos seules compétences et vos seules idées qu'en réunissant toutes les compétences possibles qu'il y a autour de la table. Donc ça, c'est un élément clé. Et en plus, vous embarquerez forcément beaucoup moins parce que les gens, n'étant pas maîtres d'un certain nombre de choses et de décisions, sont rapidement dépossédés de tout, ça vous amènera forcément à faire des erreurs et au bout d'un moment ça brise la dynamique collective. Donc c'est vraiment un enjeu d'être très fin et vigilant à trouver la juste mesure dans la façon dont on place ce curseur-là et à quels endroits on le place. La méthode des 6 chapeaux, c'est un outil en phase de phosphoration d'un projet, quand on a une intuition, une direction dans laquelle on veut aller. C'est un outil collaboratif qui peut fonctionner jusqu'à 15 personnes. Moi, je vous invite, pour ceux qui sont intéressés par ces outils-là, à aller sur l'université du nous. Donc là, c'est humhum.fr, mais ce qui est à l'arrière-plan de ce site, c'est l'université du nous qui propose plein d'outils extrêmement bien faits et qui explique comment les utiliser. La méthode du 6 chapeaux, elle pousse chacun à changer de posture. On a tous des tendances naturelles. Il y a des gens qui sont de nature optimiste, d'autres de nature pessimiste. Ça, c'est les grands basiques, mais il y a des subtilités plus fortes là-dedans, dans les différents types de tempéraments et de postures qu'on peut avoir. Et de base, comme on a un tempérament qui a plutôt un point de départ qu'un autre, quand on est tous ensemble autour d'une table et qu'on s'exprime, on va avoir un espèce de mélange de toutes les couleurs qui sont les nôtres, qui sont nos points de départ, et ça crée une espèce de brouhaha qui est parfois inaudible et pas forcément constructif. La méthode des 6 chapeaux, elle l'oblige et elle permet à chacun de s'exprimer à la fois à l'endroit qui est celui dans lequel il est le plus à l'aise, donc qui correspond à son tempérament et sa couleur, mais aussi
de faire l'effort de se placer dans les autres couleurs. Et en fait, on sait tous le faire, c'est juste que très souvent, notre point de départ est vraiment celui qui est le plus proche de nous et de notre tempérament. Et donc, quand on s'exprime tous en même temps, on ne discerne plus rien. Donc, ça permet vraiment de faire le tour et d'aller au bout de chacune des tendances et des tempéraments, d'en tirer le plus de richesse possible, de permettre à chacun de se sentir écouté et d'exprimer ce qui est le plus important pour lui, pour que ça puisse permettre, au terme de ce tour de table, d'extraire le meilleur du jus de ça et de pouvoir proposer une base initiale ou un point de départ pour le déploiement. Et donc au moment où on déploie, toutes les parties prenantes ont été entendues, on a pu en tirer le meilleur et donc forcément on a des chances d'être un peu moins à côté de la plaque dans ce qu'on propose pour embarquer. La validation par consentement, c'est un très bon outil aussi, qui est parfois complexe à manipuler. Mais là, très récemment, on l'a utilisé parce que la phase Covid est terminée pour nous tous et on en est très heureux. Mais là, on est dans un nouveau contexte de crise qui a deux enjeux majeurs pour nous. Il y en a un, c'est faire face à la dette Covid. Notre dette serait de 350 000 € s'il n'y avait pas eu cette phase Covid. Aujourd'hui, elle est de 1 million. Donc, elle a été multipliée par 3. Elle n'a rien financé comme outil de production et pourtant, il faut qu'on soit capable d'y faire face avec le même outil de production que celui qu'on a actuellement. Et le deuxième élément, c'est ce contexte hyper enthousiasmant qu'on vit tous en ce moment, de tension, de crise, de clivage de plus en plus fort entre les postures, les avis, etc. Donc, qui est extrêmement complexe à exécuter dans nos métiers. Et comme nous, on fait de la restauration du quotidien, donc c'est les produits qu'on peut appeler première nécessité, c'est là-dessus que les gens sont le plus regardants sur leur budget. C'est la part la plus faible du budget. Je vous inviterai à regarder comment vous fonctionnez quand vous achetez quelque chose. Mais les éléments les plus essentiels et qui font partie de notre quotidien sont les éléments sur lesquels on est le plus regardant, sur lesquels on a tendance à le plus contenir les budgets. Et donc, nous, on doit faire face à ce contexte d'inflation, le contenir en même temps, le contenir d'un côté, le répercuter suffisamment pour pas crever en face et accueillir les réactions de nos clients qui râlent beaucoup puisqu'ils ont l'impression que ça arrête jamais, qu'on augmente toujours, alors que juste on essaye d'être au plus juste et de pas crever. Et dans cette phase-là où on est extrêmement fragilisé, où on est en phase de renégociation avec les banques sur l'intégralité des prêts qu'on a en cours, parce que sur la durée qui est impartie, on ne saura pas y faire face. 650 000 €, pour vous donner un ordre d'idée, c'est c'est l'investissement qu'on a fait pour notre site du 9e arrondissement pour créer 40 emplois et viser 2 millions, 2,5 millions de chiffre d'affaires. Là, en face de ces 650 000 € de dette, il n'y a rien. À l'époque, quand on a lancé notre site du 9e, on avait 7 ans pour rembourser 650 000 €. Là, on en a 4. Donc, c'est un délire. Les annonces gouvernementales disaient « vous pourrez réétaler cette dette sur une dizaine d'années ». Dans les discours, c'est ça. Dans la vraie vie, c'est un peu plus compliqué. Ça passe par le tribunal de commerce, etc. Donc, d'un côté, on négocie avec nos acteurs bancaires par l'intermédiaire du tribunal de commerce pour réétaler cette dette. D'un autre côté, on a une équipe qui est un peu à bout de souffle pour plein de raisons, parce que ça pique dans tous les coins. En plus, il y a eu de la perte de savoir-faire assez importante sur ces années Covid. Donc, il faut arriver à garder cette motivation de tous. On est obligé de réduire notre voilure et nos investissements en ressources humaines à l'heure actuelle. Et donc, dans cette phase-là, on avait des décisions assez radicales à prendre en tant que dirigeant. On a été très protecteur sur la période Covid. On n'a pas gelé les rémunérations. On a indexé l'évolution du SMIC et de l'inflation sur toutes les REM jusqu'à mai dernier. Et j'en passe. Voilà, on a fait plein de choses de cet ordre-là. Mais là, la structure a vraiment joué son rôle de bouclier le plus qu'elle pouvait et elle est relativement à bout de souffle. Donc on avait des décisions assez radicales à prendre, dont celle de geler les rémunérations jusqu'à nouvel ordre, de geler les embauches tant qu'on n'avait pas réatteint un certain seuil de chiffre d'affaires, de changer notre politique de congés payés qui était extrêmement souple. Et en fait, on a décidé, alors même que c'est un contexte de crise et qu'il faut aller vite, de soumettre ces décisions et ces mesures qui nous semblait indispensable de prendre en tant que dirigeant à toutes nos équipes managériales selon la méthode de validation par consentement, qui est une méthode au cours de laquelle chaque personne va pouvoir interroger la proposition initiale, on appelle ça une proposition initiale, interroger la proposition initiale, exprimer ses émotions et ses ressentis par rapport à ça,
il est possible, suite à ces 2 premiers tours, d'apporter des corrections ou des évolutions pour les personnes qui ont proposé. Je vois qu'il va falloir que je conclue rapidement. Non, ça va, pas encore. Mais c'était une approche très douce, c'est très bien. Et puis, dans un dernier lieu, de formuler des objections. Parce qu'il y a des mesures qui peuvent ne pas sembler pertinentes. Donc, il y a des mesures, des fois, on n'est pas convaincu que ce soit les bonnes, mais on n'a pas d'objection majeure. Donc, ça évite de tout revoir et de tout briser. Mais par contre, si on a une objection forte, on peut la formuler et on ne valide pas la proposition finale tant qu'il reste des objections. Et des objections, c'est pas toujours on-off. Moi, j'ai un exemple là-dedans, on a décidé de geler les bilans annuels pendant cette période pour gagner du temps, parce qu'on les fait de façon très concertée. Donc un bilan annuel, pour nous, c'est une quinzaine d'heures de travail réparties entre plusieurs individus. Donc c'est très conséquent. On avait décidé de les arrêter dans la proposition initiale. Il y a eu une objection. Au final, on a trouvé un moyen de faire des bilans annuels plus raccourcis, mais de maintenir quand même ce truc parce que c'était important pour les équipes managériales. Donc voilà, ça, c'est des outils que je vous invite à appréhender si vous en avez envie. En tout cas, allez vous renseigner dessus. Il y en a plein d'autres. Nous, c'est en général ce qu'on a le plus utilisé dans des phases d'embarquement pour des gros projets ou pour des décisions hautement stratégiques pour l'ensemble des parties prenantes de la structure, pour qu'elles soient portées par les équipes managériales, comprises par les équipes et qu'on puisse continuer à avancer ensemble, quelle que soit la dureté des décisions qu'on avait à prendre. Ça va, vous tenez encore le coup? Je peux parler très longtemps, donc j'espère que ça va. Charlotte vient de dire qu'elle va m'arrêter avant, de toute façon. Pas cap. J'ai hacké son micro. C'est un magicien, c'est vraiment un magicien. Il a tout Faire vivre l'aventure, je vous le disais, Super Cookie, c'est un produit qui fait maintenant partie de notre histoire. On a décidé de le faire revivre d'autant plus là, cette année pour les fêtes, parce que c'est un bon produit, c'est un beau produit et qui a une histoire. Et on voulait proposer à tous nos partenaires d'entreprise de pouvoir s'approprier cette histoire et tous les engagements et les valeurs qu'on défend en offrant à leurs collaboratrices, collaborateurs et ou à leurs clients sur la fin de l'année des super cookie box. Donc on continue à vendre les cookies à l'unité, à vendre des sachets et on commence à commercialiser des box en précommande sur la fin de l'année pour les expédier entre janvier et entre début décembre et fin janvier. Voilà, si certains et certaines d'entre vous veulent faire plaisir à leurs équipes pour Noël, vous pourrez vous rapprocher sans problème de nos équipes qui prendront soin de vous. J'en profite, je fais la petite promo de la boîte et de nos super cookies. Donc ça, c'est possible sur toute la France, c'est livré au porte-à-porte si besoin, centralisé. Enfin bref, vous verrez ce qui vous intéresse. Et pour les personnes qui sont sur Lyon, vous pouvez nous retrouver dans nos boutiques, sur nos charrettes et puis sur toute la partie événementiel traiteur qu'on gère très très bien aussi. Et ce sera ma conclusion. Dans des contextes de crise comme celui-ci, je vous invite vraiment chacune et chacun à vraiment vous poser la question sans vous casser trop la tête, mais quand même à vous poser la question des entreprises que vous choisissez de faire travailler. Dans ces périodes-là, c'est absolument clé. Il va y avoir de la casse, il faut être très très clair. Moi, pour être en relation avec le tribunal de commerce à l'heure actuelle, il va y avoir de la casse dans les métiers de la restauration, mais dans plein d'autres métiers aussi. On n'est pas les seuls à ramasser. C'est un peu terrible de dire ça, mais on a quand même des choix à faire sur les entreprises et les acteurs économiques qu'on a envie de voir sur le territoire demain. Et ça tient des fois à des petites décisions de je prends 5 minutes de plus pour me déplacer, ou je vais faire l'effort de commander à tel endroit, ou je vais accepter de payer 3% de plus que sur Amazon, pour ne citer que. Voilà. Donc je vous invite vraiment à vous poser ces questions-là. Il ne faut pas se mettre une pression démesurée, mais il ne faut pas oublier, vous êtes des magiciens et ça passe aussi à travers de vos choix. Merci beaucoup. Vous pouvez vous lever même, peut-être, non? Vous êtes déjà levé ce matin, il n'y a que Céline qui s'est levée là.
Merci beaucoup, Tom. Je vous avais dit, il était parfait. Hein, il est juste parfait. Quelques questions pour toi, Tom. Tu peux les lire en même temps que moi. Le concept ESUS ainsi que l'engagement de l'équipe ont-ils permis de ne pas avoir trop de départs de membres de l'équipe? Oula. Alors la dimension ESUS, c'est un agrément, c'est la DDETS qui le délivre, mais c'est surtout, ça atteste d'une démarche. Nous, dans notre secteur d'activité, le turnover moyen, en général, il est de 6 mois. Au Moulin, il était en moyenne de 24 mois, alors même qu'on avait un certain nombre de personnes qui venaient de rejoindre l'équipe, parce que, comme je vous disais, une croissance de 45% par an, c'est des croissances très très rapides, surtout quand on a des métiers très opérationnels avec les outils de production qu'il faut en face et les équipes. Chez nous, 50 € de chiffre d'affaires, c'est 1 heure de main-d'œuvre sur de l'opérationnel. Donc ça va très très vite et c'est très particulier de gérer des croissances rapides. On avait effectivement un turnover de 24 mois. Dans la période Covid, on a eu un turnover plutôt plus faible que la moyenne du secteur. On a fait le choix de rester ouvert, même si à des moments, ce n'était pas forcément le plus rentable économiquement, mais c'était important pour nous de garder du lien avec nos clients et de continuer à garder du lien entre nous. Et au tout début, on avait des fois, c'était plus simple d'avoir une personne à 100% sur un poste et une personne à 100% au télétravail. Mais au bout de quelques semaines, quelques mois, on a des gens qui commençaient à dépérir chez eux. Donc, on a fait des efforts pour pouvoir accentuer les rotations. Donc, ça nous a aidés à conserver nos équipes, mais c'est difficile de dire si c'est plus qu'en dehors des périodes Covid. Par contre, ce qui a été extrêmement complexe, c'est que nous, on a quand même un turnover régulier, à peu près une personne qui part tous les mois, et donc ça tourne, ce qui fait que la transmission des savoirs, la culture d'entreprise reste assez ancrée. Là, pendant cette phase Covid, en plus de ne pas avoir une activité et des rythmes de travail tout à fait normal, on avait aussi un phénomène de c'est compliqué, on ne sait pas trop ce que ça va donner dans les 3-4 prochains mois, donc je reste. Et les 4-5 personnes qui seraient parties au fil des mois avaient tendance à partir toutes d'un coup. Donc c'est aussi ce qui a été très impactant en termes de perte de savoir-faire à certains endroits, en tout cas sur de la texture fine de nos savoir-faire, de fonctionnement organique, d'esprit d'équipe, de cohésion, d'entraide. C'est pas que l'état d'esprit n'y était pas, c'est que des fois, l'entraide, c'est pas qu'un état d'esprit, c'est de la mise en action, et pour se mettre en action, il faut savoir à quel endroit on peut agir. Et donc ça, c'est des trucs très complexes à garder. Après, pour conclure sur ce point, on galère quand même beaucoup moins que la moyenne des gens du secteur de la restauration pour recruter. C'est beaucoup moins dur pour nous. Et voilà, on attire aussi des profils. Si je prends notre directrice, notre Expo RH qui nous a rejoint il n'y a pas longtemps, c'est quelqu'un qui a divisé par 3 sa rémunération pour nous rejoindre. Elle est à moins de 30K annuels chez nous. Elle était à plus de 90 dans la boîte dans laquelle elle était avant. Donc oui, les engagements et les valeurs qu'on porte sont un élément fédérateur et d'engagement pour un certain nombre de personnes. Après, nos équipes terrain sont rémunérées au SMIC, on se bagarre pour que ce soit plus, la majeure partie d'entre eux. On fait en sorte de construire des perspectives d'évolution, mais c'est extrêmement complexe et c'est un gros combat, ce truc-là. Une question sur ta formation. Sans formation scolaire en management, comment est-ce que tu as fait pour avoir autant de méthodologie, savoir tant de choses, savoir manager les équipes, faire tout ce que tu as fait? Tu es un homme d'Internet, etc. Mais bon, où est-ce que tu es allé puiser toutes tes ressources? C'est marrant, déjà, il faut savoir un truc, c'est que, vous savez, il y a des écoles qu'on appelle les écoles de management. Eh ben, il n'y a pas de formation de management dans les écoles de management. Je ne sais pas si vous le saviez, mais c'est une réalité. Donc le management, c'est un truc qui est souvent considéré comme tu l'as ou tu l'as pas. Ce qui est absolument faux, selon moi en tout cas. Parce qu'on a des gens qui ont plutôt un tempérament leader, meneur, etc. Donc on dit ce sera des bons managers. Moi, un des meilleurs managers que j'ai vu dans mes équipes sur un de nos responsables de site, c'est quelqu'un qui avait aucune formation et qui en plus est convaincu d'être nul en management. Et
Et en fait, il a été impressionnant parce qu'on lui a transmis des outils. En fait, il a eu des résultats formidables sur son site et avec son équipe parce qu'on lui a transmis des outils et qu'on l'a formé. Moi, sur le management, j'ai eu la chance de rencontrer Mario Normand, qui est le jeune homme de 75 ans qui est associé de la structure depuis 2012. J'ai eu la chance de le rencontrer dans le cadre d'un programme entrepreneurial. Ça a d'abord été mon parrain. Et puis, on n'avait pas besoin qu'il rentre au capital, mais vu l'énergie qu'il nous donnait et la richesse de ce qu'il nous partageait, on l'a fait rentrer au capital. Et donc, lui m'a formé au management parce qu'il a été dans des grands groupes, il a eu une boîte de conseil en management suite à une formation qu'il avait eu la chance de recevoir. Il a été passionné par ça. Après, il a eu une entreprise qui s'appelle Vie et Véranda qui existe toujours, donc il a passé les rênes. Il a développé le réseau 100 000 entrepreneurs. Enfin, c'est un mec assez exceptionnel. Moi, il m'a formé au management, il a formé mes associés au management et à 75 ans, il continue à former nos équipes de managers et même de fonctions support au management et à la gestion de projet. Donc voilà, donc il y a un enjeu sur de la formation et je me rappelle plus du reste de la question. Moi, c'était où est-ce que tu avais puisé tout ça, mais je crois que tu viens de répondre. C'est des rencontres, c'est de l'expérience. Effectivement, je regarde beaucoup de vidéos, je lis des bouquins et puis je me plante beaucoup. Voilà. Je crois que sur les 2 premières années de la boîte au Moulin, j'ai fait une grosse partie des conneries majeures qu'on peut faire quand on crée une entreprise. Et en même temps, comme je savais pas trop ce que je faisais, par exemple, les salades sur mesure, c'est à la fin de la première semaine, ça représentait 80% de notre chiffre d'affaires. À la base, dans mon prévisionnel, c'était 10%. Et nous, ce qu'on voulait lancer, c'était des sandwichs composés sur mesure, inspirés un peu de ce que faisait Subway, mais de le faire avec des bons produits. À la fin de la première semaine, en fait, les sandwichs, c'était galère à faire. C'est pas ce que les gens attendaient. On a fait ce qui s'appelle aujourd'hui, selon ce que j'ai appris par la suite, on a fait ce qui s'appelle dans les startups un pivot. Au bout de la première semaine, on a pivoté. On a laissé toute sa place à la salade composée sur mesure qui avait vraiment trouvé son marché et on a viré les sandwichs alors qu'à la base, je pensais que c'était le premier produit sur lequel on allait se positionner. Donc voilà, c'est faire un certain nombre de conneries, pas toujours s'en rendre compte, mais surtout se remettre en question, sans se flageller, mais juste pour avancer. Alors, tu as parlé tout à l'heure de lucrativité limitée. Dans un secteur qui fait moins de 5% de marge, est-ce que c'est pas un peu naïf, je pense, que natif voilà, qu'est-ce que c'est exactement le concept de lucrativité limitée ? Excellente question, Charles, merci beaucoup. Sur l'agrément ESUS et dans le monde de l'économie sociale et solidaire, c'est des écarts maximaux de rémunération de 1 à 5 qui sont passés de 1 à 7. Moi, déjà, 1 à 5, je trouvais ça énorme. Chez nous, au Moulin, c'est de 1 à 2. Moi, ma rémunération nette aujourd'hui, je crois qu'elle est de 2 300 € net par mois, quelque chose comme ça. Et donc, en tant que dirigeant, on a les 2 plus fortes rémunérations et les personnes d'après, si je traduis en net, c'est à peu près 2100, 2200. Néanmoins, on a une bonne partie de nos équipes qui sont au SMIC. Donc, est-ce que c'est pas un peu natif ? Je ne sais pas répondre. Je pense que dans des grands groupes de restauration, il y a des personnes qui se payent 3, 4, 5, peut-être 10 000 balles par mois, des dirigeants. Enfin, ça dépend de ce qu'on fait aujourd'hui. Mais dans le métier de la restauration, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus rentable de vendre de la merde à prix moyen que de faire des bons produits parce que tout le travail... tous les endroits sur lesquels on travaille, nous, en termes d'engagement, sont en fait des surcouches de balles qu'on se tire dans le pied, en tout cas du point de vue économique. Des fois, on me dit non, mais les entreprises libérées, il faut faire ça, de toute façon, c'est beaucoup plus rentable. Je ne crois pas que ce soit vrai. C'est vrai sur le moyen long terme, mais sur le court terme, la collaboration, la co-construction, etc., ça coûte cher en temps et ça coûte cher en temporalité. Donc, il faut avoir vraiment des bons résultats derrière pour amortir ne serait-ce que l'investissement qui a été fait sur ces aspects-là. Donc, nous, de par notre positionnement et les engagements qu'on porte, il faudrait peut-être qu'on vende 2 fois plus cher que la plupart de nos concurrents. C'est impossible, personne ne comprendrait pourquoi. Donc, ça nous demande de redoubler d'ingéniosité pour pouvoir se positionner sur le marché, être sur des tarifs qui soient justes, accessibles et qui permettent quand même de valoriser notre travail. Néanmoins, c'est quand même possible dans ces métiers de se gaver pas mal et particulièrement en faisant de l'assemblage, du pré-cuit congelé, donc ce que j'appelle de la merde à prix moyen.
en se positionnant à des endroits où de toute façon les gens n'ont accès qu'à ça et voilà, et ça passe. Donc la lucrativité limitée, elle passe pas que par la répartition les échelles de rémunération, elle passe pas que par la distribution de la richesse. Chez nous, c'est 40% du résultat d'exploitation qu'on redistribue. Ça fait un petit moment que ça ne nous est pas arrivé, mais juste avant le Covid, on venait d'annoncer à l'équipe qu'on allait distribuer la première tranche de la prime d'intéressement de 40%. Parce qu'on avait fait un premier semestre bon, et en général c'est le moins bon chez nous. Ça a duré, ça a été un effet d'annonce pour le coup, parce qu'une semaine après c'était plus possible. Mais voilà, donc ça c'est les éléments qui font partie de la rémunération chez nous. Mais la lucrativité limitée, elle se situe pas que là, elle se situe aussi sur quel est notre positionnement, qu'est-ce qu'on veut offrir aux gens et leur proposer en termes de qualité, sachant que dans nos métiers ça touche la santé de chaque individu, ça touche l'environnement au-delà même de ce qu'on peut imaginer. Et donc nous, on a une responsabilité parce qu'on est capable de proposer aux consommateurs pour au moins vous donner le choix de faire autrement par rapport à ce qui se fait à 90%. Quoi. Encore une question sur le CA de vente des cookies qui ont a priori sauvé l'entreprise, mais au-delà du CA, qu'est-ce que ça a apporté comme impact sur le reste de ton équipe ? Alors en fait, c'était 12 000 paquets à 12 €, donc c'est 144 000 € qui ont été générés. Donc c'est des chiffres un peu plus élevés, avec des pics de vente à 800, 900 paquets sur certains jours. Et les impacts connexes, en fait, si je vais vous le faire avec mes mains, comme si c'était une courbe. Mais ça, c'était notre chiffre d'affaires avant de lancer l'opération Super Cookie, et qui était à peu près à 50% du chiffre d'affaires qu'il faut qu'on fasse pour être rentable, et qui est celui qu'on avait avant Covid. Je ne vais pas pouvoir mettre les deux mains, sinon je ne vais pas parler dans le micro. Dès qu'on a lancé Super Cookie, on est passé là. Et ça nous a tout de suite permis de retrouver quasiment un équilibre économique. Et en fait, très rapidement, la courbe des ventes Super Cookie a eu tendance à baisser, là où la courbe de nos ventes sur toute notre activité cœur a augmenté très vite. C'est très dur d'analyser ce qui a été lié à l'impact de Super Cookie et au rayonnement que ça a apporté. Au travers de ce rayonnement, c'est aussi toute une compréhension du projet, une solidarité, donc un attachement émotionnel à la marque et à ce qu'on propose qui a remobilisé les gens. C'est très dur de démêler qu'est-ce que Super Cookie a généré en soi, comment ça a refédéré nos clients, et qu'est-ce qui était de l'ordre du fait que les mesures se détendaient progressivement. Parce qu'à cette période-là, c'est aussi le moment où petit à petit les obligations de télétravail ont été réduites, etc. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur les 2 mois, même si les ventes de cookies ont oscillé, ça a tout de suite reboosté notre chiffre d'affaires très rapidement. Et sur les mois qui ont suivi, pour notre responsable du développement commercial, quand elle passait un coup de fil à une boîte, franchement, c'était beaucoup plus facile. La première question que les gens posaient, c'était comment ça va le moulin et vous en êtes où ? Là où d'habitude, c'est plutôt vous, comment vous allez, et ça vous dirait pas qu'on travaille ensemble sur vos prochains événements ? Là, ça a repolarisé complètement la relation, et ça a été aussi extrêmement puissant au niveau commercial. Du coup, l'impact de la vidéo, je pense, a été importante sur ce moment-là de l'entreprise. Ouais, ça a été déterminant. La puissance des réseaux a été vraiment déterminante à ce moment-là. Puis le fait de l'avoir fait avec un certain nombre de personnes de l'équipe aussi, le temps de le faire ensemble était un moment chouette. Et le moment où on a appuyé sur le bouton et où on a vu les réactions que ça avait générées, ça a été très puissant. Comme je vous disais, en quelques semaines, ça a été plus de 150 000 vues, sachant qu'on a utilisé d'autres canaux. On a fait une newsletter, on a utilisé l'intégralité de notre base de données clients. Nous, on est hyper prudent avec ces choses-là. On n'a pas envie d'enquiquiner les gens avec des mails, donc on en envoie très peu. Et là, en fait, on a repris toute notre base de données depuis 5 ans. On a envoyé 30 000 mails en newsletter, donc la vidéo a été aussi transmise comme ça. En gros, on s'est dit, on met le paquet de partout, puis on verra bien ce qui se passe. Et on l'a fait en découpant quand même un peu par étapes, parce que, comme je vous le disais, il y avait la peur que ça ne marche pas, mais il y avait la peur que ça réussisse trop. Et on a bien fait de découper un petit peu et de voir ce qui fonctionnait bien ou pas, parce que ça aurait piqué un peu trop en opérationnel.
Juste deux mentions un grand bravo. Tu nous aides à tenir debout, à tenir bon. Alors, en 2 mots, parce que franchement... Je sais pas faire, Charlotte, c'est mort. Non, je sais, c'est mort, salut. Non, j'avais dit que j'arriverais à le faire partir, mais c'est ton engagement sur le développement durable, mais très rapidement. Comment ça se traduit? On a parlé de Time for the Planet tout à l'heure. On a vu que tu étais engagé sur tout ce qui était produits durables, etc., etc. Ouais, Time for the Planet, c'est super, c'est un super outil. Pour moi, c'est anecdotique. Hein, c'était pour soutenir la dynamique que je trouve géniale et vraiment, n'hésitez pas à le faire. Moi, mes engagements, ils passent vraiment au travers du projet. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On travaille sur tout, en fait, sur la gestion de nos déchets, de nos approvisionnements, sur le fait de proposer du local, du bio le plus possible. Et de rien lâcher, mais en fait c'est ce qui est un peu complexe et ce qui coûte cher quelque part, c'est que de rien vouloir lâcher de rien et de toujours essayer d'aller un cran plus loin, ça rend difficile d'être vraiment différenciant. Il y a encore 4 ans, on disait nous on fait le plus de bio possible et le plus de local possible, mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire pour un consommateur. Le label AB50 et les progrès qu'on a fait d'année en année, parce qu'on était sincère dans notre démarche et qu'on n'a rien lâché, nous permet aujourd'hui de certifier quelque chose. Mais c'est très compliqué. Ce que je peux vous dire sur nos engagements en termes de développement durable, c'est qu'on ne lâche rien. À chaque endroit où on peut aller un cran plus loin, on le fait. Et qu'on se pose systématiquement un tas de questions sur chaque décision qu'on prend. Bon, je crois que Thomas reste avec nous à la pause. Donc, on va l'applaudir. Merci infiniment. Merci beaucoup. Franchement, très bel exemple. Merci beaucoup. Je vais juste prendre, je vous laisse, lâchez pas, hein, je prends une toute petite vidéo pour mon équipe. Et je veux bien que pour l'équipe du Moulin, vous fassiez un maximum de bruit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez été solide, merci d'avoir tenu bon jusqu'au bout. Merci beaucoup. Je suis disponible si certains veulent prendre un temps, je vais être avec vous à la pause. Après, je filerai assez vite, mais en tout cas, je vous souhaite à toutes et tous le meilleur pour la suite, beaucoup de réussite de votre projet, dans vos projets, et puis beaucoup de joie à collaborer ensemble dans ce monde où voilà, je crois que c'est important qu'on ait une attention à être ensemble. À bientôt. Merci beaucoup.